Bonjour à tous, bonjour pour participer à ce webinaire organisé par Manageduc. Et nous aurons le plaisir d'échanger avec Serge Ramel, professeur à la Haute École pédagogique dans le canton de Vaud, donc en Suisse, qui se présentera plus longuement tout à l'heure. Ce webinaire sera l'occasion pour moi en tant que principale adjointe et puis vous, membres de la communauté Manageduc, de faire part de vos questionnements professionnels, de vos idées, de vos remarques. Donc n'hésitez pas à compléter le chat et nous ferons au mieux pour répondre à vos remarques, à vos questionnements tout au long de ce webinaire qui durera environ 1 heure. Donc avant de laisser la parole plus longuement pour que Serge se présente, je vais me présenter en quelques mots. Annabelle Beaupier, principale adjointe dans l'Académie Normandie. Je fais ma 3e rentrée dans un collège situé donc au nord de l'Académie, dans un collège en zone rurale, un collège qui dispose depuis plusieurs années d'une SECPA, d'un dispositif Ulysse et qui depuis 2018 est intégré dans un PIAL. Dans un premier temps en tant qu'expérimentation, puis dans le dispositif national qui nous permet d'accueillir depuis donc 3 ans 3 AESH qui accompagnent une dizaine d'élèves. Dans mon établissement, depuis donc plusieurs années, les personnels sont attentifs à cette dimension inclusive des actions pédagogiques et éducatives. Et on a souhaité donc depuis 2 ans, avec une collègue directrice de SECPA, essayer de renforcer le lien entre, en particulier, les professeurs du collège et les professeurs des écoles, pour réfléchir ensemble sur la manière de mieux accompagner les élèves en situation de handicap, les élèves à besoins éducatifs particuliers, et de mener vraiment ce travail collaboratif autour de la démarche inclusive. Mais avant donc d'aller plus loin sur mon questionnement professionnel et la situation dans mon établissement et comment justement faire pour développer la dimension inclusive de nos actions, je laisse la parole à Serge pour qu'il se présente plus longuement. Merci Annabelle, je ne vais pas quand même trop allonger dans ma présentation parce que le but c'est de pouvoir échanger sur les questions, mais rapidement vous dire que j'ai une première formation d'enseignant primaire. Donc, j'ai été professeur des écoles, si on prend la terminologie française. Et puis, très rapidement, je me suis orienté dans l'enseignement spécialisé. J'ai travaillé comme enseignant spécialisé auprès d'enfants sourds. Et puis, je me suis spécialisé par la suite. En fait, je repris complètement des études en psychologie, puisque en Suisse, les psychologues scolaires, c'est une formation de psychologue. On ne passe pas de l'enseignement à la psychologie et on recommence à zéro. Et j'ai travaillé pendant quelques années comme psychologue scolaire avant en fait de rejoindre, il y a maintenant 20 ans de ça, la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Si je donne 2-3 éléments par rapport à ce parcours, c'est que moi j'ai toujours cru dans mon parcours personnel précédent aux mesures séparatives, dans le sens que quand j'ai choisi d'être enseignant spécialisé, je l'ai choisi en ayant conscience que je travaillais dans une institution non spécialisée qui traitait mieux les enfants qui avaient des besoins particuliers en situation de handicap que le faisait l'école ordinaire. Finalement, pour nous, en fait, dans l'enseignement spécialisé, on était les gentils, les autres étaient les méchants. Et par la suite, quand j'ai travaillé comme psychologue, j'avais toujours cette représentation que finalement, si on pouvait éviter aux enfants en situation de handicap dans l'école ordinaire, on pouvait leur éviter d'être dans l'école ordinaire, eh bien, c'était plutôt mieux pour eux. Mais progressivement, j'ai été, dans mes fonctions à la Haute École pédagogique, amené à accompagner des enseignants en formation continue, des enseignants qui travaillaient en classe ordinaire, et de me rendre compte que finalement, ils avaient énormément de défis à relever par rapport à la diversité des élèves, qu'elles riment ou pas, enfin je ne sais pas si ça rime, en tout cas, qu'elles coïncident ou pas en fait avec la question du handicap. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues, notamment au Québec, qui m'ont fait réfléchir sur la question de l'inclusion. Et progressivement, je me suis orienté vers cette question-là de l'inclusion
avec mon parcours d'enseignant spécialisé, mais progressivement en pensant plus largement à l'ensemble des élèves. Et ce sera aussi un point de discussion pour moi qui est important. Là, je travaille maintenant depuis une quinzaine d'années sur ces questions d'éducation inclusive, aussi bien à l'échelle locale, dans le canton de Vaud, à l'échelle nationale, au niveau de la Suisse, à l'échelle internationale, puisque je collabore aussi aux travaux de l'UNESCO sur ces questions-là. Et je co-dirige avec Luc Prudhomme, un collègue du Québec, le laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Et même cette question d'inclusion scolaire, on se met toujours en question tout. Finalement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur l'angle de l'éducation inclusive, qui comprend aussi bien les aspects formels, non formels et informels de l'éducation, que sur la question strictement sensu de l'inclusion scolaire et encore plus limitée de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Voilà pour faire un peu bref d'où je viens et d'où je parle. Et vous voyez en fait que finalement mon évolution personnelle et professionnelle ressemble beaucoup aussi à l'évolution des systèmes éducatifs sur ces questions-là. Merci. Alors j'ai retenu aussi cette idée que l'inclusion, il faut la travailler pour l'ensemble des élèves. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle d'inclusion, on pense aux élèves en situation de handicap, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, aux élèves notifiés. Donc, on pense à une partie des élèves de la classe. Et est-ce que cette approche de l'inclusion, une approche plus générale, plus large de l'inclusion, est un moyen, en tant que personnel de direction, de rassurer les personnels sur l'accompagnement dont ils peuvent faire profiter, au final, non pas des élèves qui ont un profil particulier, mais au final, l'ensemble des élèves pour leur réussite. Je vais peut-être passer d'abord par un détour d'une petite question que je vous retourne. Finalement, dans votre rôle de responsable d'établissement scolaire, quels sont les défis les plus importants que vous devez relever au niveau de l'école ? Alors, dans mon établissement, on a effectivement la chance d'avoir des personnels qui sont sensibilisés depuis des années à cette démarche inclusive, à cette question de l'inclusion, de par la structure avec la SECPA, de par les dispositifs Ulysse, et puis depuis 2018, donc le PIAL. Donc, ils ont effectivement pris l'habitude d'accompagner, d'adapter leurs pratiques. Et ce qu'on a souhaité donc depuis 2-3 ans, en retravaillant sur l'accompagnement personnalisé en français en particulier, en français et en mathématiques, en 6e en particulier, c'est de vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de créer du lien entre les ressources de l'établissement, en particulier entre les professeurs du collège et les professeurs des écoles, pour mutualiser autour de l'accompagnement, mutualiser autour de la gestion de l'hétérogénéité, mutualiser autour de l'adaptation. On a vraiment un bilan très encourageant. On a aussi des retours encourageants de la part des familles, des élèves. On y reviendra. Mais ce que j'aimerais, c'est que, et c'est deux questionnements qui me sont plus personnels actuellement et sur lesquels j'aimerais travailler avec la communauté éducative, c'est de savoir comment on fait de l'inclusion au sens large. Je pense que c'est important vraiment d'avoir cette approche large, comme vous la développez, un objet de travail commun au sein d'un établissement. Ça, c'est vraiment ma première question, on peut dire la plus urgente peut-être. Et la seconde qui renvoie au plan de formation action que j'avais proposé à Manageduc, et puis aussi à la carte heuristique qui l'accompagnait, c'est de savoir ce que peuvent apporter les acteurs du territoire pour notre démarche inclusive en établissement et aussi pour sécuriser le parcours de l'élève. Donc ça, c'est mes deux questionnements qui font le cœur, on va dire, de mes préoccupations actuellement et dans les années à venir. C'est vrai que si je vous ai posé cette question, c'est intéressant dans votre réponse parce que finalement, vous démarrez en parlant en fait de dispositifs particuliers. Si on prend le PIAL qui a été pensé pour des élèves
dit en situation de handicap. On pourra revenir sur cette terminologie, en fait, qui personnellement me pose parfois un peu problème, pas seulement moi, en fait, mais d'autres personnes aussi. Mais surtout, c'est que finalement, vous finissez sur la question de l'hétérogénéité. Et que toute la question, c'est de savoir, est-ce que l'école est là pour répondre aux besoins des élèves, ou finalement, elle doit se concentrer plutôt sur répondre aux besoins très particuliers de certains élèves, et en plus, ils sont en situation de handicap, ou finalement, est-ce que l'école n'est pas là pour maximiser le potentiel de chaque élève, quelle que soit finalement sa situation particulière? Et peut-être que c'est l'angle, en fait, que j'envisagerais en premier pour créer du lien entre tous les professionnels, parce que si l'inclusion finalement se résume à mettre en place des choses pour s'occuper d'une petite partie des élèves finalement. Parce que si on regarde sur une proportion, enfin sur un pourcentage d'élèves, je ne sais pas comment c'est en France, mais nous, on est de l'ordre en fait de 5 à 6% de la population scolaire qui relèverait de cette catégorie de plus ou moins en situation de handicap, voire même un peu moins. Alors que les enseignants doivent travailler avec le 100% des élèves. Donc je pense que la question de l'inclusion, pour moi, je la verrais plutôt d'abord sous l'angle de est-ce que, je m'exprime en fait en reprenant des termes que je connais, dans l'école de la République, c'est l'école en fait qui emporte avec elle tous les élèves et qui leur permet à tous de progresser. Puis à ce moment-là, on voit en fait qu'il y a des défis particuliers qui se posent à certains élèves, et que la réponse du PIAL, des PIAL, des SECPA, etc., est une réponse à une partie seulement des élèves qui pourraient se retrouver en difficulté dans le système scolaire français, comme suisse ou comme ailleurs, peu importe. Ce que nous apprend en fait notamment les enquêtes PISA, mais de manière générale les enquêtes de l'OCDE, c'est qu'il y a des pays qui créent plus en fait d'échecs scolaires finalement que d'autres. Et ceux qui créent le plus d'échecs scolaires sont finalement ceux qui visent l'excellence pour certains en oubliant finalement l'accompagnement de base pour tous. Et nos pays européens sont particulièrement dans cette situation-là. Donc peut-être que la question que vous disiez, comment porter en fait, engager en fait l'ensemble des personnels, pour moi, c'est de mettre en fait l'accent sur cette maximisation du potentiel de chacun, de telle sorte que s'il se trouve cette année-là que dans votre classe, vous n'avez pas d'élèves dits en situation de handicap, la mission elle reste la même. Parce qu'il y a d'autres élèves qui ne sont pas en situation de handicap, puis qui ont des problématiques importantes. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, qu'on peut retrouver à un moment donné ou l'autre dans un SECPA, ou, par exemple. Donc c'est peut-être les fondements même de notre activité d'enseignante ou d'enseignant auprès des élèves qui va nous amener progressivement à adopter en fait des pratiques inclusives, pas uniquement pour les élèves en situation de handicap. Et donc, pas simplement porter le regard sur les élèves en situation de handicap ou à besoin indicatif particulier, mais au final, porter un regard plus attentif sur l'ensemble des élèves. Oui, parce que c'est ça, il y a deux en fait discours là-dessus. Il y a un discours qui voudrait que les enseignants étant particulièrement attentifs aux élèves en situation de handicap, finalement développent des pratiques qui vont servir aux autres. Moi, j'y crois pas trop parce que parfois c'est des pratiques tellement particulières que finalement on voit pas trop comment elles peuvent se généraliser à d'autres élèves, ou même ce serait risqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se rentrait dans une sorte d'individualisation des parcours de formation. Et si on généralise ça à l'ensemble des élèves en difficulté, on ne va pas s'en sortir. L'inverse, c'est de se dire d'adopter des pratiques les plus flexibles possibles, des pratiques universelles, les plus accessibles, flexibles possibles, de telle manière que progressivement, on rentre en fait dans une logique de répondre à des sous-groupes de besoins, et puis seulement quand on n'a pas pu répondre à ce niveau-là, qu'on puisse prendre en compte des besoins particuliers de manière plus spécifique. Là, je vois que il y a une reconnexion à faire. Donc, je vais continuer même si Annabelle n'est pas là. Peut-être que
ça me permet aussi de préciser la question de situation de handicap. Finalement, la situation de handicap, là, je me réfère en fait à Fougerelas, qui a, avec le réseau international sur la production du handicap au Québec, a beaucoup travaillé là-dessus. Finalement, la situation de handicap, elle résulte de facteurs personnels, de facteurs environnementaux, puis c'est ce qu'on voudrait éviter, ce qu'on voudrait obtenir, c'est la situation de participation sociale de l'ensemble des élèves, y compris les élèves dits en situation de handicap. J'espère que Annabelle va nous rejoindre, parce que là, ça a coupé, et je ne sais pas du tout comment gérer, les personnes. Et je n'ai même pas accès à vos questions. Est-ce qu'il y a un chat? Hop. Chat. Voilà. Est-ce que, voilà, j'ai réussi à ouvrir le chat, donc je vous propose, en fait, en attendant qu'Annabelle puisse nous rejoindre, je vais reprendre en fait quelques questions que je vois ici. Je vais m'improviser intervenant et animateur. L'acronyme ASH était toujours d'actualité par rapport au sigle SEI, alors ça je ne peux pas vous répondre. Alors il y a une question, je partage votre vision, mais comment la faire partager aux autres? Je pense que oui. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà un débat sur ces questions-là, parce que partager une vision, finalement, d'abord, il faut pouvoir avoir une discussion pour éviter de se mettre d'accord sur un fond de désaccord, plutôt de mettre en évidence les tensions, les incompréhensions, et dans un deuxième temps, de construire une vision commune, plutôt que partager une vision avec d'autres. C'est finalement de construire une vision commune. Donc, c'est peut-être comme ça que je pourrais répondre. Et puis, quelles sont les pratiques pédagogiques naturellement les plus inclusives des autres? Deuxième question que je vois en fait sur le chat. Je pense que les pratiques les pédagogiques naturellement plus inclusives, c'est les pratiques qui se soucient de l'accessibilité. L'accessibilité, souvent, on a tendance à dire, par exemple, la différenciation pédagogique serait une pratique plus inclusive. C'est certes qu'elle est peut-être plus inclusive, mais par exemple, l'enseignement explicite pour être aussi fine, le modelage aussi. La question qui est derrière, c'est vraiment se dire, est-ce que mon enseignement est suffisamment accessible pour permettre à mes élèves de s'engager dans leurs apprentissages pour finalement progresser? Autre question que je vois de Pierre Curchot. Maximiser pour tous les élèves à l'intérieur des systèmes scolaires qui cherchaient seulement à classer, à trier, ne serait pas mettre l'enseignant dans une situation impossible. On peut aussi faire le choix, effectivement, de s'occuper que de ceux, en fait, qui vont le mieux s'en sortir. Moi, je tourne ça dans l'autre sens. Je dis que c'est notre tâche. On parle de l'école obligatoire, on ne parle pas en fait d'une école de l'université, etc. Il s'agit vraiment d'amener les élèves le plus loin possible pour qu'ils puissent avoir une chance justement dans ce système extrêmement sélectif. Là, je fais référence à ce que j'ai pu voir, par exemple en Finlande, cette phrase de maximiser le potentiel de tous les élèves, finalement, c'est une des indications que donne le ministère de l'Éducation finlandais aux collectivités. Il s'agit de préparer le mieux les élèves, maximiser, c'est les amener le plus loin possible, chacun à son niveau. Alors maintenant, est-ce que c'est une situation impossible? Je ne crois pas, parce que la situation impossible, c'est finalement de se retrouver avec des élèves dont on ne sait pas trop que faire en classe, parce que justement, on n'a pas essayé en fait de maximiser leur potentiel. Et puis, le rôle du directeur SECPA dans cette démarche inclusive, ça, c'est vraiment une question particulièrement épineuse, parce que on pourrait dire finalement qu'on ne voit pas trop le rôle de mesures séparatives dans la question de l'inclusion. Mais peut-être si je fais le lien avec la question de Pierre Curchot sur le système sélectif, je crois qu'aujourd'hui encore, on a besoin en fait de structures relais comme les SECPA, pour autant que finalement les SECPA puissent prendre le relais dans cette idée de maximiser le potentiel de chaque enfant.
Donc, je pense que le rôle du directeur de SECPA dans cette démarche inclusive, c'est d'élargir, de co-construire finalement un espace éducatif qui va plus loin que l'école ordinaire et puis qui pourrait englober les institutions de type SECPA qui se trouvent autour de l'école. Voilà, j'ai un peu l'impression. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous pourriez poser sur le chat. Là, je ne vois pas en fait de questions qui se posent. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Benoît. Là, je pense que Benoît pose la question de savoir s'il ne faudrait pas aider les équipes à identifier et répondre aux obstacles, aux apprentissages, en particulier aux obstacles psychosociaux de tous les élèves. Je pense qu'effectivement, les équipes doivent s'exercer à identifier les obstacles. Il y a une fameuse image qu'on retrouve sur Internet avec l'égalité, l'équité, et puis il y a une barrière, puis on dit finalement que l'inclusion, c'est enlever, compenser, voire enlever les barrières. Je pense que ce travail d'identifier les obstacles avant de penser aux obstacles des élèves, moi, je vous encouragerais plutôt à identifier les obstacles institutionnels, les obstacles organisationnels. Parce qu'une partie des élèves, c'est sur ces obstacles-là qu'ils se cassent la figure à peine rentrés à l'école. Puis en deuxième temps, il y a des obstacles qui sont propres, qui sont individuels, moins environnementaux, mais individuels au niveau des élèves. C'est finalement ceux sur lesquels on a moins de prise. Moi, je vous encourage d'abord à travailler sur les obstacles environnementaux, sur lesquels on peut avoir un peu de prise, parce qu'ils sont dans notre champ professionnel. Et puis, les obstacles psychosociaux des élèves, on va plutôt essayer de compenser des difficultés, de compenser ces obstacles, notamment avec peut-être parfois des structures à côté de l'école, mais toujours en lien avec l'école ordinaire, pour pouvoir répondre à des besoins très particuliers. Voilà, j'ai un peu meublé. Je suis désolée. Je pensais que la connexion à la maison allait être meilleure qu'au collège, mais au final, c'est compliqué. Voilà, je vous retrouve. Alors, j'ai perdu un petit peu le fil de la conversation. Je suis désolée, Serge. Oui, alors je vous ai repris en fait les questions qu'il y avait dans le chat. Donc, en fait, j'espère que ça allait, parce qu'en fait, comme je n'ai pas de retour de visage en fait des collègues connectés en ligne, voilà, j'ai 2-3 questions qui sont arrivées, puis je les ai prises au fur et à mesure. Parce que là où on en était resté, c'est cette question finalement, comment emporter l'équipe éducative dans un sens large autour de ces questions-là. Je pense que c'est une mission plus générale et pas une mission spécifique. Je pense que c'est l'inclusion de tous les élèves et pas uniquement l'inclusion de quelques élèves qui va être un socle commun en fait à l'équipe école. Et pour cela, en fait, puis j'avais aussi en me disant que vous vous reconnecter, j'avais parlé en fait de la question finalement de situation de handicap. Ce qu'on vise, c'est pas répondre aux besoins particuliers d'élèves en situation de handicap. Ce qu'on vise en fait, c'est qu'en répondant aux besoins particuliers des élèves, aux besoins des élèves, c'est qu'ils ne se retrouvent pas en situation de handicap, mais en participation sociale. Et puis que la proposition que je faisais, qui est d'ailleurs qui vient aussi du gouvernement finlandais, c'est que peut-être qu'en cherchant à maximiser le potentiel de chaque élève, on est en fait dans une perspective plus inclusive où finalement aussi bien un élève qui a beaucoup de facilité, on va chercher à maximiser son potentiel, qu'un élève qui a plus de difficultés. Mais Pierre, dans un de ses commentaires, mettait en évidence que dans des systèmes scolaires qui cherchaient essentiellement à classer, à trier, à sélectionner et puis à mettre en évidence en fait l'excellence, c'est plus difficile et c'est clair qu'on partage en fait ce défi entre la France et la Suisse, puisqu'on est inscrit dans la même logique qui n'est pas d'amener les élèves le plus loin, mais de sélectionner les élèves qui iront le plus loin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et l'intérêt, effectivement, là, c'est qu'on est en valorisant, effectivement, le potentiel de chacun. Comme le dit aussi Benoît, on travaille l'estime de soi. Et tout à l'heure, je parlais du travail qui pouvait être intéressant de mener pour sécuriser le parcours de l'élève, oui, ou de mettre l'élève au cœur de son parcours. Et le fait assez rapidement de valoriser son potentiel, de travailler l'estime de soi, la confiance en lui, va lui permettre effectivement cette autonomie dans son parcours et ce rôle d'acteur. Oui, mais après, quelle peut être la place voilà, des personnels de l'établissement à ce niveau-là, en termes de valorisation du potentiel. Ça.
Mais je pense que, alors, du coup, les pratiques quand Benoît a dit, en fait, qu'il s'agit de soutenir l'estime de soi, de ce que je vois au niveau des élèves, puis aussi pour les avoir entendus dans mon rôle de psychologue, quand les élèves, en fait, ont une estime de soi très basse au niveau de l'école, c'est finalement lié aux pratiques, non pas où on travaille directement l'estime de soi, mais ce qu'on rend compte à l'élève de ses progrès, de sa progression, de ses capacités. Et ça, c'est aussi un problème, c'est que finalement, pour obtenir des ressources pour des élèves qui soient en situation de handicap, en grande difficulté, l'école doit démontrer l'incapacité de l'élève. Vous obtiendrez plus facilement des ressources si vous arrivez à démontrer l'incapacité des élèves que la capacité des élèves. Moi, je vois finalement que des élèves dits intégrés ou dits inclus, à qui on met à disposition des AESH, à qui on met à disposition des enseignants spécialisés, à partir du moment qu'ils vont mieux, qu'ils s'en sortent mieux, on leur enlève. Donc finalement, quand ils commencent à démontrer leur capacité, c'est là qu'on leur enlève en fait les moyens. Et je pense que la question de l'estime de soi, elle est essentielle, mais ce travail au travers de l'expérience, de la réussite dans ses apprentissages. Autrement, on a un travail sur l'estime de soi que j'ai beaucoup vu aussi pratiquer, où finalement, on essaye de restaurer l'estime de soi qui est systématiquement attaquée par des pratiques qui mettent l'élève tout le temps en difficulté. Et là, la relation à l'adulte dans l'enseignant, elle semble primordiale dans ce travail sur l'estime de soi, dans ce travail de mise en confiance, oui, de valoriser la parole de l'élève. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être davantage travaillé? Oui, mais non seulement la parole, mais aussi les compétences. Est-ce que l'élève, en fait, est-ce que ce qu'on met en place, y compris quand on évalue les élèves, est-ce que c'est quelque chose qui va permettre à l'élève de montrer ses compétences ou au contraire de voir tout ce qui lui manque? Je prends juste un petit exemple qui est assez amusant à essayer. Moi, je pose toujours la question à mes élèves, comment faire une correction d'une dictée de manière inclusive? Parce que généralement, dans une dictée, c'est plus facile de compter les fautes que de compter les justes d'un point de vue technique. Mais l'école, c'est plus compter en fait les fautes que les justes. Donc voilà. Là, ouais. Je vous laisse. Alors, si on revient maintenant sur la place de l'élève, j'aimerais revenir. La place de l'élève dans l'identification de ses besoins. Le travail que l'on mène actuellement donc avec les professeurs du collège et puis les professeurs des écoles, et ça a été le cas dès le début de l'année, pour justement penser au mieux l'accompagnement et l'adaptation, c'est identifier les besoins des élèves. Donc l'entrée par les besoins. Et la question que je me pose, c'est que on laisse une large place à l'adulte en termes d'identification des besoins. Donc l'adulte observe l'élève dans la classe, observe le fonctionnement de la classe, mais on parle des besoins de l'élève. Et on a l'impression qu'au final, l'élève a peu de place dans cette expression de ses besoins. Et comment nous, en tant qu'adultes, on peut lui laisser cette place plus importante, et comment on peut s'appuyer sur son discours, sa parole, pour construire nos adaptations, notre accompagnement. C'est vrai que ce constat, dans le canton de Vaud, actuellement, il y a un gros projet en fait, qui vise à inscrire l'école dans une visée inclusive. Et puis, nous, on a décidé un petit peu d'analyser en fait ce qui se passe en reprenant des grilles qui ont été produites par l'UNESCO en 2017 dans un guide pour assurer l'équité et l'inclusion dans l'éducation. Et se pose justement, on pose la question au niveau des systèmes, comment est pris en compte la parole de l'élève dans ce qui est mis en place pour lui, quel que soit en fait le type de besoin. Ça peut être des besoins en fait qui sont liés à un handicap, mais ça peut être des besoins qui sont liés simplement à une compréhension, etc. Et ce qu'on constate en fait chez nous, c'est que finalement la parole de l'élève, elle commence à être prise en compte quand vraiment on se retrouve dans des situations très difficiles, qu'il faut peut-être sortir l'élève de l'école, etc. Donc très tard. Une des réflexions qu'on est en train de mener actuellement,
c'est de se dire, mais finalement, est-ce que la parole de l'élève ne devrait pas être intégrée dans nos pratiques professionnelles pour réguler notre action? Finalement, c'est une régulation, parce que autrement, quel type de régulation on peut avoir? Les résultats des élèves, mais on sait très bien que c'est partiel comme information. Donc l'idée, c'est comment, en fait, à chaque niveau, en fait, des interventions qu'on va mettre en place, qu'elles soient universelles, qu'elles soient ciblées, ou bien qu'elles soient sur une indication particulière liée à un handicap, à une difficulté, etc., comment, en fait, on prend la parole de l'élève pour réguler? Finalement, est-ce que ce qu'on a mis en place te permet de progresser? Donc ça, c'est vraiment, en fait, cette idée-là d'intégrer comme outil de contrôle de qualité de notre travail la parole de l'élève, parce que vous dites la parole de l'élève n'est pas apprise, mais aussi, moi je dirais aussi une chose, c'est que à défaut de temps de la parole de l'élève, on écoute la parole des parents, ce qui est très bien, mais on n'est toujours pas en train d'écouter l'élève. Et là, la parole de l'élève, elle prend sa place par rapport à ce que j'entends, plutôt comme élément d'évaluation de l'accompagnement d'adulte, donc plutôt a posteriori. Moi, je pense que c'est dans les deux, c'est avant, pendant, après. C'est-à-dire avant, parce qu'on ne sait pas forcément toujours, on voit, on est face à une difficulté, nous aussi, professionnellement parlant. C'est intéressant, alors tenons compte aussi de l'âge de l'élève, de ses capacités aussi pour exprimer ce dont il a besoin, mais on peut aller très loin avec quel que soit le potentiel des élèves, pour essayer de trouver la meilleure piste, donc l'entendre, de nous aider à poser un diagnostic sur la situation, pendant pour réguler au fur et à mesure, puis après pour se dire, mais finalement, ce qu'on a mis en place, est-ce qu'on le continue ou est-ce qu'on ne le continue pas? Donc, ça permet de faire vivre effectivement la démarche inclusive et puis de faire voilà, ces bilans réguliers entre les enseignants et les élèves. En fait, dans les théories pédagogiques, il faut mettre l'élève au centre de ses apprentissages. Finalement, ça se traduit aussi d'abord par écouter l'élève sur ses propres apprentissages. Mais c'est pas toujours facile, justement, d'accepter cette parole libre de l'élève. En tout cas. Peut-être que je vois en fait dans les commentaires en bas une remarque en fait de Sabrina qui dit que finalement il y a une question de l'image qu'on a du professeur. Et peut-être que là justement c'est intéressant parce que ou le maître, on est vraiment en fait dans dans une approche, alors de moins en moins heureusement, mais qui est unidirectionnelle. Je professe, je suis le maître, j'enseigne, et puis l'autre reçoit pas. Finalement, peu importe. Donc, ça veut dire aussi, d'ailleurs, en fait, les enfants, sauf erreur, en fait, étymologique, c'est ceux qui, infants, c'est ceux qui ne parlent pas, en fait. Donc, en fait, on est quand même dans cette idée-là. Là, on est plus dans une logique d'éducation inclusive. Les élèves sont aussi des acteurs parmi les autres acteurs de l'école. Alors, certes, il y a les professionnels et il y a les parents, mais il y a aussi les enfants. Et justement, voilà, l'élève, l'enfant, on en avait un petit peu échangé préalablement ensemble. L'élève est à l'école, il est en classe ordinaire ou il est dans un dispositif, mais cet élève, il sort de l'école. Et voilà, c'est un enfant qui a les mêmes difficultés ou voilà, les mêmes fragilités à l'intérieur et à l'extérieur. Et comment travailler ce lien, comment intégrer cette globalité de l'enfant en fait dans notre démarche inclusive. Alors ça se fait avec la relation famille, ça se fait avec la relation avec les acteurs médico-sociaux qui peuvent effectivement venir dans l'établissement pour accompagner l'élève. Mais voilà, je crois que effectivement, c'est vraiment prendre en compte davantage, peut-être dans notre démarche, que l'enfant, il est bien sûr élève, mais c'est un enfant avant tout avec une vie familiale, une vie sociale, une vie à l'extérieur de l'établissement. Mais ça me fait penser à un sociologue dont j'ai oublié le nom qui parlait au fait des enfants handicapés 8 heures par jour, où finalement, en fait, ce qu'on sait de l'enfant, je fais un petit détour par Binet, quand on lui demandait en fait c'était l'intelligence, il disait c'est ce que mesure mon test. On pourrait dire c'est quoi un enfant, c'est ce que je sais de lui au travers des évaluations que je lui fais passer à l'école, si on était un peu dans cette même logique. Finalement, on sait assez peu de l'enfant parce qu'on s'intéresse assez peu à ce qui se passe en fait autour de lui. Alors,
que ce soit par rapport à ses potentiels, que ce soit par rapport à ce qu'il vit, par rapport en fait à ses intérêts, ce qui fait vibrer. Ce qu'on sait en fait, c'est dans le domaine pédagogique, dans le domaine scolaire. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir aussi si cet enfant, il peut démontrer aussi des capacités en dehors de l'école. Là, c'est une première chose. Mais si on pense par exemple à la question de l'inclusion par rapport à des élèves en situation de handicap, finalement, qu'est-ce qu'on sait de ce que l'enfant vit dans son village? Si on est dans une région en fait où il n'y a pas une ville mais il y a un village, l'enfant il peut se retrouver très vite isolé. Je pense à cette directrice d'école qu'on a interviewée au Burkina Faso. Quand on lui demandait les principaux défis de l'inclusion dans son école, elle a parlé en fait de l'enfant qui sort de l'école puis qui se retrouve en fait avec les autres et exclu de la communauté. Donc c'est bien joli, on a travaillé au niveau de l'école l'inclusion scolaire et finalement en fait il se retrouve exclu. Et donc là effectivement le travail avec les familles est vraiment important avec l'enfant. Alors cette année j'ai eu la possibilité de réaliser des entretiens dans le cadre du PIAL avec la famille, l'élève qui était accompagné et les AESH. Et on a vraiment, en termes d'identification aussi des besoins et en termes de retour de l'enfant sur sa vie en dehors du collège, on a vraiment apprécié ce temps d'échange qui a été pour chacun aussi un temps rassurant. Alors c'est vrai que je vois les collègues disant qu'il faut aussi savoir rassurer sur l'accompagnement que l'on peut mettre en place dans le collège. Et ces entretiens sont vraiment, pour nous, nous permettent de faire des bilans assez encourageants et donc rassurants sur notre accompagnement. Parce que l'enseignant a toujours peur de ne pas assez faire ou de ne pas être assez formé pour bien faire. Et voilà, ce retour en direction des enseignants ou le fait de faire participer les enseignants ou d'autres personnels à ces temps d'échange entre l'enfant accompagné et la famille, si je prends l'exemple du PIAL, est vraiment un moment fort à la fois de découverte de l'enfant dans sa globalité et puis aussi pour assurer chaque partie en fait de ce travail sur l'inclusion. Et j'ai vraiment apprécié, et les collègues ont vraiment apprécié ces moments. C'est ça. Alors après, c'est vrai que l'école n'a pas vocation de s'occuper de ce qui se passe autour de l'école, mais peut-être qu'on peut se poser la question dans le rôle des PIAL, s'il peut pas être élargi à aller au-delà en fait de l'école. Finalement, comment l'enfant vit en fait sa vie dans la collectivité sur une journée entière et pas juste sur le temps de la scolarité. Et je pense qu'on ne peut réussir le pari de l'éducation inclusive et non pas juste l'inclusion scolaire qui serait de fait plus qu'une intégration scolaire. On ne peut réussir ce pari qu'en intégrant ce qui se passe autour de l'école. Je pense en fait à une démarche qui a été initiée par l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes, l'ANDEV, où ils se positionnent comme acteurs de l'éducation inclusive autour de l'école. Et là, on a eu dernièrement un colloque à Lausanne qui portait sur cette question-là, finalement, la collaboration entre l'école et le périscolaire. Et là, on a beaucoup à travailler. Finalement aussi, on parlait de l'image positive ou l'image, l'estime de soi de l'enfant. Peut-être pour des enfants, enfin aussi pour les enseignants, c'est une sacrée mission si c'est les seuls à contribuer à la construction de l'image, d'estime de soi d'un enfant, de ce qui se passe uniquement à l'école. Puis cette estime de soi, elle se construit, bien entendu, à commencer dans la famille, dans l'école, mais autour de l'école. Et là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc à travailler aussi avec les acteurs du territoire. Avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça, l'école n'est pas habituée. Finalement, les acteurs du territoire viennent souvent questionner l'école, mais l'école fonctionne très souvent seule dans son coin. Moi, ce que je vois arriver, un peu se mettre en place, c'est que finalement, l'école reste en fait dans sa sphère d'action, voire sa sphère d'influence, puis elle a tellement peu d'influence sur le territoire dans son ensemble, donc abandonne la discussion pour aller plus loin. Alors que l'autre optique, c'est de ne pas essayer de tout résoudre au niveau de l'école,
mais de faire une démarche plus globale de prise en charge de l'ensemble des enfants. Je pense, pour montrer aussi où je place la question de l'inclusion, j'ai eu l'occasion en fait de voir, comme beaucoup de personnes, ces reportages où ce commissariat est attaqué à coups de mortier d'artifice dans une petite ville française, enfin je ne sais plus exactement où c'était. Mais ce qui m'a frappé, c'est le maire qui était interrogé, qui disait, mais finalement, nous, on est en train de travailler avec les associations, avec les mères, donc les mères, les mamans, pour essayer de ne pas perdre ces enfants entre 12 et 13 ans, parce qu'après, c'est très difficile de pouvoir les récupérer. Finalement, si on veut que ces enfants-là puissent aussi apprendre à l'école, il faut que le contexte qui entoure soit aussi inclusif. Et je ne vois pas comment l'école pourrait réussir la scolarisation de ces enfants si finalement autour de l'école, on se retrouve dans des situations pareilles. C'est pour ça que moi, je plaide de plus en plus pour une vision où l'éducation nationale, parce qu'on parle d'éducation, ne se résume pas uniquement à la scolarisation. Et là, par rapport au partage des responsabilités, on est obligé de sortir de cette logique-là, juste éducation nationale, pour commencer à travailler aussi avec les villes et plus largement les territoires. Parce que les villes, c'est une chose, mais quand on est à la campagne, on est obligé de travailler à l'échelle d'un territoire. Qu'est-ce que ça veut dire la ville? Effectivement, j'en sais quelque chose. Alors, pour travailler ce maillage avec les acteurs du territoire, il y a la relation de confiance qui est à instaurer. Il faut rassurer chacun. Effectivement, le mot réassurer ou rassurer a été beaucoup utilisé voilà, ce soir. Et comment justement construire cette relation de confiance? Est-ce que c'est le fait d'ouvrir simplement l'établissement à, par exemple, des partenaires médico-sociaux, aux associations? Voilà. Est-ce que c'est l'établissement qui s'ouvre simplement, qui accueille? Finalement, on est dans l'inclusion qui est centralisatrice. Finalement, on va ouvrir l'école aux partenaires sociaux pour que les partenaires sociaux viennent dans l'école. Et puis, on pourra avoir la police qui vient dans l'école, et puis on pourra avoir, en fait, les maires qui viennent dans l'école. Enfin, voilà. Je lis, en fait, un des commentaires, là, je m'inspire un petit peu des commentaires des chats. Je trouve amusant de lire les chats en parallèle, mais je vois aussi que finalement, il y a la question de l'ouverture physique de l'école. L'ouverture physique de l'école, je ne la vois pas uniquement comme on ouvre, en fait, les frontières de l'école. Je pense qu'on doit toujours avoir, en systémique, on parle souvent de frontières suffisamment perméables, c'est-à-dire qu'il faut quand même définir ce qu'est l'école puisque ce n'est pas l'école. Déjà, pour le bien-être des enfants, il faut qu'à un moment donné, l'école s'arrête parce qu'ils doivent vivre autre chose que l'école dans le reste de la journée. Mais moi, je vois plutôt que l'école s'ouvre sur l'extérieur et non pas, en fait, invite l'extérieur en ses murs. C'est-à-dire que l'école doit être capable, ou les acteurs de l'école doivent être capables d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Je pense à une expérience d'une des premières écoles que j'ai pu accompagner dans notre canton qui a souhaité d'être inclusive. Finalement, à un moment donné, elle s'est rendue compte que la tâche éducative était trop lourde pour elle si elle essayait de tout résoudre en son sein. Du coup, elle a décidé, en fait, les enseignants ont décidé d'aller trouver les associations de quartier, les centres culturels qui étaient autour de l'école, souvent pas très loin, voire même dans le même espace physique, mais dans des bâtiments séparés. Et les acteurs ont dit, bah, c'est pas trop tôt que vous venez nous voir, parce que ça fait tellement longtemps que nous, on vous appelle, on fait des signes, qu'on essaie de venir vous rencontrer, puis que c'est fermé. Bah, c'est intéressant que vous veniez nous voir. Mais je pense que l'école doit se déplacer dans les lieux autour de l'école. Là, moi, j'ai aussi constaté une chose, c'est que de moins en moins, en tout cas chez nous, les enseignantes et les enseignants savent ce qui se passe autour de l'école de laquelle ils enseignent, parce que ce n'est pas forcément l'école de l'endroit où ils habitent. Donc finalement, ils vont à l'école, ils y travaillent, puis après, ils prennent leur voiture, le train ou je ne sais quoi, ils font 2 heures de trajet, puis ils vont habiter ailleurs, parce qu'au moins comme ça, on peut couper avec l'école. Mais finalement, il y a une mauvaise connaissance de ce tissu qui entoure l'école. Et là, ça ne veut pas dire que les enseignants doivent commencer à aller en dehors de l'école, mais simplement cette connaissance, et notamment au niveau des directions d'école, c'est important en fait de savoir ce qui se passe, sur quoi on peut miser, pour que finalement l'ensemble de la collectivité travaille à cette inclusion. Et puis travaille sur le projet d'élève.
C'est ça. Et moi, je dirais le projet du citoyen, du futur citoyen, de la future citoyenne. J'ai visité une école super inclusive à Ottawa, en Ontario, au Canada. Et c'est une école où les élèves, le secondaire commence à 12 ans, finit à 18 ans, ils sont tous dans la même école, avec des profils très différents, aussi bien des élèves en fait très doués, voire même à très haut potentiel, des élèves qui sont des filières artistiques, comme des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, sont tous dans la même école. C'est vraiment un gros bahut de à peu près 2000 élèves. Le directeur de l'école me dit, ici, vous saurez, on ne forme pas des apprenants, on forme des futurs citoyens. Et ça, je trouve intéressant, c'est que finalement, on n'est pas à l'école pour apprendre son métier d'élève, on n'est pas à l'école pour l'inclusion scolaire, on est en fait à l'école pour l'inclusion sociale. Puis là, je pense qu'on a aujourd'hui, en fait, quand même une part de la société qui nous renvoie le fait que l'inclusion sociale, on n'y est pas. Donc là, c'est vrai. Et que pour l'instant, c'est davantage le rôle de l'école, d'inclure. Oui, et puis que l'école, je vois une remarque de Pierre Curchod là-dessus, qui dit en fait le campus doit faire partie de la cité. Je pense que l'école doit être au centre de la cité, l'école doit faire cité, il faut qu'il se passe quelque chose autour de l'école. Je vais reprendre c'est pas simplement dedans. Je vais reprendre cette remarque-là parce que au début, je comprenais pas vraiment. Enfin, quand je dis au début, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'essayais vraiment de comprendre ce qu'il y avait derrière l'inclusion. Parce que moi, je voyais en fait évidemment qu'on parlait d'intégration et en réalité, ça correspondait pas aux auteurs qui parlaient d'inclusion. On était sur autre chose. Donc, je me suis dit, j'allais visiter les endroits où ça se passe. Et j'ai été dans une province du Canada, le Nouveau-Brunswick, où finalement, ça fait à peu près 30 ans qu'ils sont passés à la question de l'inclusion. Ils n'ont plus d'institutions spécialisées du tout au Nouveau-Brunswick. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne solution pour nous, mais en tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait. Et je pose la question à mon collègue Raymond Viennot. On visite des écoles, puis je dis, mais quand les enfants, ils ne peuvent pas être dans l'école, parce que dans ma tête, j'avais des structures de type SECPA et autres, etc. Il faut autre chose pour ces enfants-là. Je dis, mais ils sont où? Et ils ne comprenaient pas ma question. Puis quand je lui ai posé la question, en fait, mais je lui ai répété la question, il me dit, mais ils ne peuvent pas être ailleurs que dans l'école. Parce que l'école, elle est au centre du village, elle est au centre de la ville. C'est aussi dans l'école qu'on va faire des fêtes. C'est aussi dans l'école, en fait, que parfois il y a des mariages qui se célèbrent. Et si tu sors l'enfant de l'école, tu sors l'enfant de sa communauté, c'est pas possible qu'il soit sorti de sa communauté. Donc, vous voyez bien, en fait, que finalement, dans cette optique-là de l'école inclusive, on est vraiment dans une inclusion comme ça. L'école, reprenons l'idée qu'elle fait partie de la cité, je dirais même qu'elle est au centre de la cité. Sortir un enfant de l'école, c'est sortir un enfant de sa communauté, de sa collectivité. Et ça, là, on est clairement plus dans l'inclusion. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée de maillage avec les acteurs du territoire. Et quand je pense à maillage avec les acteurs du territoire, quand on est en collège, je pense aussi au travail que l'on peut mener en interdegré. Donc avec les écoles. Alors pour moi, voilà, le maillage est plus compliqué à tisser parce que les écoles peuvent être très éloignées du collège. Donc voilà, précisément, on a une école à proximité du collège. Et en dehors de cela, pour voilà, créer ce maillage, c'est compliqué. Et dans le plan de formation voilà, que j'ai en tête, que j'aimerais éventuellement pouvoir mener dans les mois à venir, voilà, ce travail interdegré, il a été il peut être un peu bloqué justement par la distance entre les lieux de scolarité. Et quand on avait discuté ensemble, vous m'aviez parlé du rôle que pouvait jouer le numérique pour voilà, créer et renforcer le maillage entre les établissements et puis entre les acteurs du territoire. Comment vous voilà, voyez cette place que peut prendre aujourd'hui le numérique pour renforcer le maillage entre acteurs et donc avancer dans la démarche inclusive, non pas voilà, avec l'idée qu'à l'école, on fait
tout autour de l'inclusion, mais justement ouvrir voilà, l'inclusion aux acteurs, aux partenariats, aux familles. Voilà la question voilà, que je vous pose et que je me pose. Oui, avant peut-être d'enchaîner sur la question du maillage, peut-être ce qui est aussi important, c'est que le projet de l'élève ne se résume pas en fait à la scolarité obligatoire. On a un peu l'impression que finalement, actuellement, tous les efforts sont mis sur la scolarité obligatoire et qu'on doit faire beaucoup plus attention aux transitions. Il y a un certain nombre de transitions en fait dans le système éducatif français. C'est déjà la transition de la maison à la maternelle, de la maternelle en fait au premier degré. Je connais pas très bien encore complètement en fait les niveaux CE1, CE2, etc. Après en fait de l'école au collège. Et puis à un moment donné, on se dit bon ben voilà après advienne que pourra. Alors qu'en fait, on oublie que la suite, oui, quid du lycée, quid de la formation professionnelle, quid finalement après de l'entrée. L'orientation professionnelle. Exactement, pour que finalement l'enfant devienne un adulte, qu'il devienne un citoyen, qui puisse en fait finalement faire profiter de la collectivité de ses compétences. Donc je pense que le projet de l'éducation nationale, enfin, on ne pourrait pas dire qu'on a réussi tant qu'on n'est pas sûr que cet enfant qui devient un adolescent et qui devient un adulte aille jusqu'au bout. Donc là, je pense que le premier maillage, pour moi, il est là, en fait, il est en termes de relais. Donc ça veut dire comment on construit, en fait, la transmission des informations, comment on transmet aussi ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins bien réussi, pour que les suivants prennent le relais, mais comment on construit finalement dans cette transition-là, comment en fait on construit en fait un continuum dans le suivi du projet de l'enfant et que finalement l'ensemble des actrices et des acteurs de la chaîne de l'éducation nationale se sentent responsables de la poursuite de ce projet. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'au lycée, on se sente responsable. Donc après, on peut mettre tous les maillages qu'on veut, on peut mettre tous les réseaux Internet qu'on veut. S'il n'y a pas cette question qui a été débattue, et puis que les personnes qui ont œuvré au niveau des écoles, les professeurs des écoles ne deviennent pas finalement les avocats des élèves au niveau par rapport aux professeurs des collèges, et que les professeurs des collèges ne prennent pas ce relais auprès des professeurs des lycées, ben finalement c'est comme une course où on se passe le témoin, puis qu'il revient finalement aux parents d'essayer de taper à la porte du suivant pour disant est-ce que vous continuez le travail. Et c'est le problème qu'on a après avec tout le système légal du droit opposable, etc., où les parents vont arriver avec des bons en fait de la maison du handicap, puis exiger que simplement parce que les adultes, enfin les professionnels n'ont pas fait ce travail-là. Après, par rapport à ce travail de mise en réseau, c'est clair que ce qui est compliqué, c'est quand on commence à faire des séances en présentiel où il faut se déplacer et puis simplement pour une demi-heure de travail en réseau, on va faire 2 heures de trajet suivant les endroits. Là, ça commence à être lourd. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on peut apprendre de la situation qu'on a vécue avec la Covid-19, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles le travail à distance avec les outils numériques est plus efficace quand le premier contact a été fait pour poursuivre en fait cette collaboration. Et je le vois aussi à l'international, puisque je rappelle que je suis directeur d'un laboratoire international sur l'inclusion scolaire et qu'on a besoin en fait de ça pour continuer à travailler ensemble. Alors, comme je vois que Annabelle est de nouveau déconnectée, je vais rebondir sur des remarques qui ont été posées. Je pense que, par exemple, les SECPA, les ULIS, etc., enfin, toutes ces structures, peut-être plus les SECPA que les ULIS, mais aussi les structures, en fait, autour de l'école, peuvent aussi travailler, en fait, à soutenir les parents dans ce travail de relais. Donc, c'est important, en fait, que les personnes qui connaissent le mieux les défis des enfants puissent être aussi les porte-parole de ces enfants dans la suite du parcours. Et puis, on voit aussi, c'est ce que relève aussi Bénédicte, le fait que finalement
les familles les plus éloignées du numérique étaient bien souvent les familles de SECPA et d'Ulysse. Oui, effectivement. Et puis les zones blanches, ça c'est quelque chose que j'ai discuté avec Annabelle, c'est que on doit aussi penser à une couverture du territoire par rapport à, enfin, le numérique, c'est pas la question de la 5G. Le plus important, c'est est-ce que déjà les enfants, même avec une 3G, une 4G, ont déjà accès ou des professionnels isolés en fait dans une école de village ont accès en fait à ce réseau qui pourrait être renforcé grâce au numérique. Moi, je vous propose peut-être, puisque j'ai accès au chat mais pas aux questions, puisque Annabelle est nouveau déconnectée, si vous voulez poser des questions sur le chat, j'y réponds bien volontiers. Que je n'improvise pas uniquement. Je vois la question, ben, je vais continuer à reprendre un petit peu en arrière. Est-ce que le numérique n'est pas parfois discriminatoire? Oui, au niveau des élèves, je pense que déjà là, il s'agit en fait de travailler en fait à créer un réseau agile et flexible au niveau des adultes. Ah, toutes les questions sont dans le chat, donc c'est parfait. Très naïvement à l'extérieur suisse, quand je lis que dans le projet d'Annabelle, INHE, conseiller pédagogie, direction d'école, directeur, etc., je m'interroge sur la possibilité d'inclure. C'est vrai qu'en fait, on a des dispositifs qui finalement répondent aux besoins des élèves en situation de handicap, sont par nature pas inclusifs des autres élèves. Et que je pense qu'on doit maintenant penser des dispositifs qui puissent à la fois répondre aux besoins très particuliers d'élèves en situation de handicap tout en incluant les autres. Et je rebondis aussi sur la remarque par rapport à ce projet de l'élève. Certains élèves qui ont besoin de plus de temps d'accompagnement individuel se sont sentis bien mieux et on fait davantage de progrès. J'ai pas compris là. On a besoin de plus de temps d'accompagnement individuel. Là, j'ai pas forcément compris la question. Je suis désolé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient arriver? Là, je ne vois toujours pas Annabelle se reconnecter. Il reste encore 3 minutes pour poser vos questions. Ah oui. Oui, pendant le confinement, effectivement. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport aux élèves qui finalement ont pu profiter grâce au confinement de moments significatifs avec des enseignantes et des enseignants. Je l'ai même expérimenté avec des étudiants, pourtant moi je forme des futurs enseignants. J'ai remarqué en fait que des étudiantes et des étudiants ont pu avoir avec moi des moments significatifs par Internet de discussion par rapport à par exemple leur mémoire, mais au-delà de leur mémoire, ce que ces personnes vivaient. Et j'aurais pas eu ces moments-là si on n'avait pas eu ces échanges plus individuels. Peut-être c'est aussi quelque chose qu'on doit aussi tirer en fait comme enseignement, c'est que on ne peut pas être tout le temps dans le collectif, puis qu'il faut aussi pouvoir donner en fait à chaque élève un moment en fait d'importance individuelle. Peut-être qu'on pourrait imaginer une journée scolaire un peu moins chargée pour permettre d'avoir plus de temps pour consacrer un peu de temps à chacun de ses élèves. Ça, c'est un conseil que je donne dans une école inclusive. Réfléchissez à accorder au moins dans la semaine à chacun des élèves un moment rien qu'à lui. Parce qu'autrement, c'est l'école inclusive, c'est pas le groupe, c'est le groupe et l'individu. Voilà, Annabelle. Je suis de nouveau de retour. Voilà. Vraiment désolée pour ces problèmes techniques. J'ai pris en fait 2-3 remarques. En fait, tu sais très bien rebondir, Serge, c'est parfait. Oui. Le numérique a aussi permis un lien, toujours par rapport au maillage, un lien plus ténu, permis un lien avec les familles. Moi, j'ai remarqué en fait qu'il y a des enseignantes et des enseignants qui, par le numérique ou par le téléphone, parce que parfois, pourquoi toujours passer par Zoom ou autre solution numérique, on peut aussi appeler les gens. Il y a même des personnes qui sont déplacées en laissant des petits messages dans les boîtes aux lettres de leurs élèves en disant « je pense à vous », etc. Mais ce que ça a amené, en fait, cette question du confinement, c'est qu'il y a des enseignantes et des enseignants qui se sont, puis c'est peut-être le lien sur l'école qui s'ouvre sur l'extérieur, qui se sont pour la première fois intéressés
à ce qui se vivait dans la famille de leurs élèves. Ils avaient en fait balancé sur des plateformes éducatives plein de matériel, plein de fiches, plein de tâches à faire, etc. Puis les élèves ne faisaient rien. Donc ils se sont renseignés pour savoir ce qui se passait. Et puis simplement en se connectant avec les moyens du bord, avec une caméra, ils ont vu l'environnement dans lequel les élèves vivaient. Puis ils ont compris pourquoi depuis en fait plusieurs mois les élèves ne faisaient pas leurs devoirs, ne ramenaient pas les choses, avaient de la peine à apprendre leur vocabulaire parce que derrière on entendait hurler le troisième ou le quatrième, etc. Puis il y a des enseignants qui ont découvert finalement dans quel contexte vivaient les élèves. Donc je pense aussi cette question en fait du numérique qui sert de lien avec les familles, ça peut être intéressant. En même temps, il faut aussi qu'on mette un cadre à cela. Parce que moi, j'ai aussi vu des enseignantes et des enseignants se faire déborder par des messages WhatsApp jusqu'à point d'heure, des parents qui envoient des messages WhatsApp à 23 heures, etc. Je pense qu'il y a aussi une éducation à l'utilisation de ce numérique, de ce maillage par le numérique, non seulement au niveau du territoire, mais aussi entre les actrices et les acteurs. Et c'est vrai que ta remarque sur, au final, via le numérique, cette ouverture de l'école vers l'environnement familial, cette découverte de l'environnement familial réel par l'école et par les enseignants, a été effectivement très, très enrichissant et a permis d'adapter et a permis aussi de repenser l'accompagnement et aussi peut-être les moments d'accompagnement. Et globalement, on avait des enseignants qui étaient très, très engagés et comme tu dis, ont parfois été aussi très investis, peut-être même trop investis dans cet accompagnement via le numérique. Moi, la question que je me pose quand même par rapport à aussi, on n'a jamais autant senti que c'était une société pas inclusive, puisque chacun se retrouvait isolé des uns des autres. On n'a jamais senti autant le besoin de lien social, jusqu'à maintenant prendre des risques exagérés par rapport aux précautions à prendre par rapport à la Covid-19. On voit le retour du balancier. On a besoin en fait de contact avec les autres, coûte que coûte, on pourrait dire. La question que je me pose, et puis je pense que ça c'est un vrai défi pour les responsables d'établissement, c'est comment capitaliser ces expériences, mais surtout changer le système au regard de ces expériences. Moi, ma crainte, en fait, c'est finalement c'est qu'il se passe au niveau de la connaissance des parents, de l'importance du lien avec les enfants, de la prise de conscience qu'il y a des enfants qui ont été largués. Finalement, ils étaient déjà largués en classe. Ils ont juste été un peu plus largués parce qu'il n'y avait plus d'école en présence. Mais cette connaissance-là, qu'est-ce qu'on en fait pour changer le système? Parce que finalement, on a tous aussi apprécié d'entendre les petits oiseaux, on a tous été émerveillés de voir en fait les renards, les biches, je ne sais pas quoi, traverser les rues des villes, etc. et tout. Et puis, à peine, en fait, on était déconfinés, à peine on reprenait les habitudes anciennes, ce qui fait que les renards, les biches, les petits oiseaux se sont tus, les biches ont été se cacher, les renards se sont planqués, et puis la vie a repris comme avant. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment conscience que le système, enfin, nos systèmes éducatifs ne sont pas bons? Non seulement en termes de résultats globaux par rapport à la population scolaire, on peut toujours être les producteurs de la meilleure élite du monde, mais ils ne sont pas bons. La plupart du temps, on laisse trop de personnes. Que j'avais fait ma conférence dans le cadre de l'Andev, j'avais pris une chanson de Souchon, l'oiseau moqueur, et puis méfiez-vous, disent l'oiseau moqueur, la colère gronde dans leur cœur. Et puis, j'étais à Saint-Étienne à ce moment-là, et le lendemain, en fait, les gilets jaunes cassaient les vitrines dans la ville, etc. Je ne peux pas faire un lien ni entre ma présence à Saint-Étienne et ce qui est arrivé, ni forcément toujours, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'inclusion, quoi, là derrière. Et je pense, est-ce qu'on peut être capable de tirer des leçons de ce qu'on a vécu, de se dire, on construit une école où tout le monde a sa place, tout le monde est en lien avec tout le monde et tout le monde a le sentiment d'une personne importante, mais surtout qui a une chance de progresser. Et je ne crois pas, je finirai là-dessus, en fait, enfin, pas forcément l'entretien, on peut continuer, mais je ne crois pas, en fait, que de prendre sous l'angle de l'élève en situation de handicap soit la bonne manière, en fait, de résoudre ces questions-là. Par contre, je crois que de penser à chacun, ça implique aussi l'élève dit en situation de handicap.
et penser effectivement à passer les relais entre acteurs pour que l'élève soit vraiment accompagné dans son projet de citoyen. Parce que quand je discute avec des enseignantes et des enseignants, surtout du second degré, enfin de l'enseignement secondaire chez nous, donc ce qui correspond au collège chez vous, il y a une préoccupation de l'enfant porteur d'un handicap, d'une difficulté, d'une déficience ou autre, etc., enfin dit en situation de handicap, mais aussi la préoccupation de tous les autres. Et une approche inclusive de l'enseignement, c'est de réfléchir à l'ensemble des élèves de la classe et donc à chacun des élèves. Moyen aussi de rassurer les enseignants et puis en tout cas vraiment un élément que tout personnel d'encadrement doit avoir en tête pour avancer justement sur cette démarche inclusive. Je pense que c'est vraiment important en termes de, rassurer, ils sont pilotage pas aussi. Encore rassurés parce qu'ils voient bien les incohérences, en fait, ils constatent bien les incohérences, mais je dirais que c'est un discours honnête. C'est un discours, pour moi, plus honnête que de dire faisons beaucoup d'efforts pour une catégorie de la population, puis ces efforts sont à faire, mais laissons en fait le reste en plan. Et là, moi, je vois pas grand-chose arriver pour l'instant en fait sur la question des autres élèves. Finalement, elle est traitée ailleurs, elle est traitée en dehors de l'école, elle est traitée sur la question du contrôle social, des policiers qui sont pas assez nombreux, des agents en fait sociaux qui sont pas assez nombreux, mais elle n'a pas été traitée du point de vue de l'école. Un peu quand même au niveau du SECPA, puisque finalement, des élèves en grande difficulté, même s'ils ne sont pas en situation de handicap, ont en fait des mesures d'accompagnement. Mais pourquoi pas finalement envisager des SECPA inclus et pourquoi limiter la question uniquement à la question des ULIS? Pourquoi pas inclure l'ensemble des ressources? C'est sur ces propos que nous allons terminer ce webinaire. Serge, je vous remercie tous de ce temps d'échange. Encore désolée pour ces quelques soucis techniques. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des ressources pour votre quotidien en établissement ou en circonscription. Et j'espère avoir le grand plaisir de nouveau d'échanger avec Serge Ramel sur cette thématique de l'école de l'éducation inclusive. Je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous. Merci beaucoup Serge et donc à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Et merci à Ganolé pour son accompagnement. Au revoir.